Bonjour à tous, ici Pauline Léniaud et bienvenue dans un nouvel épisode de cette chaîne YouTube. Alors comme vous le savez, dans cette chaîne YouTube, j'invite des personnalités toutes plus remarquables les unes que les autres pour me parler de leur parcours, mais aussi de leurs pensées, de leurs réflexions. Et toute l'idée, c'est vraiment que vous deveniez la meilleure version de vous-même. Vous le savez certainement, cette chaîne YouTube, en fait, initialement était un podcast et vous pouvez également retrouver tout ce que je fais sur cette chaîne YouTube sur mon podcast qui s'appelle tout simplement le podcast de Pauline Léniaud. Mais trêve de bavardage, qui est-ce que j'ai le plaisir d'inviter aujourd'hui à mes côtés? Une personnalité énigmatique que vous ne connaissez peut-être pas. Il s'appelle Jean-Michel Ougourlian. Qui est ce fameux Jean-Michel? Neuropsychiatre, psychiatre, psychologue également, essayiste, écrivain, il touche à tout et sa pensée va s'articuler autour du désir mimétique, un concept vraiment très intéressant qu'il a vraiment travaillé étroitement avec son maître et mentor René Girard. Dans toutes les disciplines, Jean-Michel, cet amoureux finalement de notre esprit, a essayé de comprendre quels sont les comportements humains des hommes et des femmes que nous faisons à notre insu. Et c'est vraiment au cœur de sa pensée et c'est pour ça qu'il a travaillé le désir mimétique. Le fait finalement qu'on va beaucoup plus s'inspirer de modèles existants, qu'on va s'intéresser à l'autre sans même forcément s'en rendre compte. Et en ça, il est vraiment à l'encontre du primat freudien. Vous savez, ce fameux primat qui disait que c'était notre inconscient qui nous téléguidait, le fameux complexe d'Oedipe, etc. Eh bien, Jean-Michel va aller à contre-courant de cette pensée et plutôt vraiment aller vers une théorie qui dit que c'est l'autre qui va beaucoup plus nous influencer qu'on ne le croit. Il va le théoriser au travers de nombreux ouvrages, et notamment son ouvrage clé que je vous invite à découvrir, qui s'appelle Un mime nommé Désir. Durant cet épisode, on a parlé évidemment de son parcours, de sa rencontre spectaculaire avec son mentor René Girard, de l'importance de s'entourer justement de personnalités qu'on admire et qui vont nous inspirer, mais aussi de la difficulté de ne pas être soumis au regard des autres. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Jean-Michel Ougourlian. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir. Merci. Enfin, je vous accueille, mais vous m'accueillez également chez vous. Merci beaucoup. J'ai réfléchi à comment commencer cette interview et je me suis dit que le mieux serait certainement de commencer à parler de désir mimétique. Donc, on rentre dans le dur directement. On rentre vraiment directement dans les choses un petit peu compliquées parce que je suis tombée sur une phrase en faisant mes recherches sur vous. Vous dites « Nous sommes devenus malades de notre désir », si je ne me trompe pas. Je crois que c'est une phrase que vous avez dite et donc je voulais tout simplement commencer par là pour que vous m'expliquiez ce que vous aviez voulu dire par là, histoire de nous faire un petit cours, si je puis dire, sur la notion de désir mimétique. Vous voyez, je commence fort. Alors, vous commencez fort et ça va être long. Mais vous savez, on a tout le temps. Voilà, la notion de désir mimétique a été en quelque sorte mise en évidence par mon maître et ami René Girard, qui l'a publié déjà en 1961. Et il a découvert cette notion, cette réalité psychologique, non pas parce qu'il était psychologue ou psychiatre, c'était un professeur de littérature comparée aux États-Unis, et il a étudié attentivement les grands textes des grands auteurs romanesques, c'est-à-dire Shakespeare, Cervantes, Dostoïevski, Dante, Proust, Stendhal, en gros. La plupart de ceux qui faisaient des commentaires de cette littérature mettaient l'accent sur les différences qu'il y avait entre ces différents auteurs. Et il y a évidemment des différences. Mais René Girard a pris une autre approche. Il a cherché ce qu'il y avait de commun et qui faisait que chacun d'entre eux avait accédé à ce stade d'énormes vedettes de la littérature. Et ce qu'il a constaté, c'est que tous avaient mis en évidence le fait que les humains ne désiraient pas un objet pour les qualités intrinsèques de cet objet,
mais parce que cet objet leur était désigné par un autre humain qui désirait cet objet. Cette notion avait d'ailleurs déjà été, pour la première fois, évoquée 5000 ans plus tôt par Aristote, qui avait dit « De tous les animaux, le plus mimeur, celui qui imite le plus et le mieux, c'est l'homme, c'est pour ça qu'il domine tous les autres animaux. » Et c'est comme ça qu'il acquiert tous ses apprentissages. Vous comprenez d'ailleurs facilement que pour apprendre à parler, il n'y a pas 36 solutions, aucun appareil ne peut vous aider. Vous devez écouter vos parents quand vous êtes enfant et répéter après eux. Et petit à petit, en répétant très mal au début et de mieux en mieux, vous arrivez donc, en imitant ce qu'ils disent, à apprendre à parler. Le deuxième précurseur, en quelque sorte, c'est Spinoza, qui avait dit la phrase suivante que je cite, pas verbatim, mais enfin en gros, « Nous ne désirons pas, enfin nous n'appétons pas, disait-il, nous ne désirons pas un objet pour ses qualités propres, mais parce que nous le voyons possédé par quelqu'un d'autre. » Donc, si vous voulez, petit à petit, cette notion donc, a été développée par René Girard. Et évidemment, ça a des conséquences. Alors, parallèlement à ça, dans les années 70, l'école de psychologie de Seattle aux États-Unis, dirigée par mon ami le professeur Andrew Meltzoff, avait mis en évidence le fait que le premier mouvement humain est l'imitation. Et il était arrivé, il se promenait dans l'hôpital où il était chef de psychologie, avec un petit sifflet, et on le sifflait lorsqu'une femme accouchait. Et il arrivait en courant, et il a fini par être quasiment, dans certains cas, parce qu'il y a des enfants qui naissent et qui voient tout de suite, il y en a d'autres qui ne voient pas. S'ils ne voient pas, évidemment, le problème ne se pose pas. Mais il a fini par arriver à tirer la langue à un nourrisson qui venait de sortir du sein de sa mère, à peu près 10 minutes ou un quart d'heure plus tard, après sa naissance, et lui tirer la langue, et le nourrisson lui a tiré la langue. Incroyable. Donc, si vous voulez, il a fait des vidéos là-dessus, il a fait des films, il a fait... Enfin, donc, et puis ça a depuis été, bien entendu, répété, vérifié. Alors, moi, je suis arrivé dans cette histoire en 1972, lorsque j'ai lu le grand livre de René Girard, La violence et le sacré. Et ce livre m'a tellement impressionné que je l'ai lu 4 fois. Je venais de passer l'agrégation de psychiatrie, donc je n'étais pas un débutant, mais je n'étais pas non plus un très âgé. Et j'ai lu que, dans la préface ou dans la postface, que René Girard était professeur à l'université de New York. Alors je me suis dit, il faut absolument que je le voie. C'était février 73, j'ai pris l'avion, j'étais à New York. Et ce qui va vous amuser pour ce que vous m'avez dit tout à l'heure, c'est que à New York, je ne connaissais pas grand monde. Alors j'ai eu recours à l'aide d'un vieil ami, M. Karnik Malikian, qui était un grand industriel et qui fabriquait des cuisines pour les grandes institutions, les aéroports, les hôpitaux, vous voyez, des cuisines professionnelles. Et je lui ai exposé mon problème, je lui ai dit, voilà, je suis à New York, je cherche le professeur René Girard. Il me dit, écoutez, moi, alors là, je n'y connais rien, mais demain, venez, on va aller au bureau ensemble. Ma secrétaire va essayer de... Elle est américaine, me dit-il, et elle connaît les choses. Il n'y avait pas à l'époque, je vous signale, ni de téléphone portable, ni Internet, ni rien du tout. Alors, il expose le problème à sa secrétaire le lendemain dans son bureau, et sa secrétaire lui dit, je vais chercher. Et puis, 1 heure après, ça lui a pris quand même plus... Elle revient, elle dit, écoutez, le professeur René Girard est en effet professeur à l'université de New York, mais il est professeur à l'université de New York à Buffalo. Ah. Buffalo est erreur. Parce que vous savez qu'aux États-Unis, vous êtes professeur at the University of New York at Buffalo, ou bien the University of California at San Francisco, at whatever. Alors,
Je lui dis, ben, on va aller à Buffalo. Elle me dit non. Nous sommes en février. À Buffalo, il y a 3 mètres de neige. Il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de train, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas question. Il faisait déjà -10, quelque chose comme ça à New York. Alors je lui ai dit, mais je voudrais au moins, étant arrivé jusqu'à New York, lui parler au téléphone. Ah, elle dit, alors là, je vais essayer. Alors elle retourne dans son bureau et elle revient au bout d'1 heure à peu près. Et elle me dit, écoutez, voilà, le professeur Girard vient de sortir, après beaucoup de négociations, il vient de sortir d'un cours et il est en ligne. Incroyable. Oui. Alors je prends le téléphone et je lui dis, mon cher maître, voilà, je lui raconte l'histoire. Il me dit, c'est incroyable, vous êtes venu jusqu'à New York pour me voir. Mais oui, j'ai dit. Et il me dit, ne venez pas, moi j'arrive pas à sortir de chez moi très difficilement le plus souvent parce que le matin, mon garage, la porte, il y a 2 mètres de neige. Je dis, bon, ben comment on va faire? Alors il me dit, écoutez, mais pourquoi vous voulez me voir? Je lui ai dit, parce que j'ai l'idée que vos idées, et notamment votre théorie du désir mimétique, est de nature à transformer, modifier complètement et radicalement la psychologie et la psychiatrie. Et il me dit, écoutez, alors là, ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Parce que lui, n'oublions pas qu'il était professeur de littérature. Il était professeur de littérature comparée et, disons, il s'intéressait beaucoup à l'anthropologie. Alors je lui ai dit, mais écoutez, ben, je suis désespéré, il faut absolument que je vous voie. Il me dit, écoutez, voilà, je vais vous dire, en avril, je viens à Paris et je vous promets, je vous téléphone. Ben, il prend mes coordonnées et effectivement, moi je rentre à Paris et en avril, il me téléphone à Paris. Et il me dit, voilà, je suis à tel hôtel à Saint-Germain-des-Prés. Ben, je dis, j'arrive. Alors moi, je prends ma voiture et j'y vais. Et là, il y a une petite anecdote amusante, c'est que je rentre dans l'hôtel et je dis, voilà, je cherche le professeur René Girard. Il me dit, ah ben, il vient de sortir, il se promène sur le trottoir, là, vous allez Alors je sors, je regarde à droite et à gauche et je vois effectivement, un peu plus loin, un costaud, un grand monsieur avec des cheveux très noirs, et, enfin, visiblement grand et fort. Et moi, je me représentais le professeur René Girard comme un petit monsieur avec des petites lunettes, vous savez, et chauve. Et je me suis dit, bon, bah je sais pas où il est parti. Vous n'aviez jamais vu de photo ou quoi que non, ce soit? Non, jamais vu. Et je rentre et je lui dis, mais non, non, je ne l'ai pas vu, il n'est pas sur le trottoir. Et alors à ce moment-là, il dit, mais il vient de rentrer, tiens, regardez. Je me retourne et je vois le costaud, l'athlète, rentrer par la porte. Je me présente, enfin bref, on rigole de cet épisode. Ma fille venait de naître, elle avait 1 mois ou 2, et je lui dis, écoutez, venez avec moi, on va aller voir ma petite fille qui vient. Elle me dit, mais c'est mignon, j'y viens, et nous nous retrouvons chez moi. On rigole, il raconte mon épouse, mon fils qui avait 1 an, ma fille qui venait de naître, etc. Et on discute, on bavarde, et vraiment, je lui explique un peu la façon dont moi je vois la chose dans le domaine de la psychiatrie et de la psychologie. Je lui ai dit, vous comprenez, personne jusqu'à présent n'a mis l'accent sur le fait que finalement, nous sommes façonnés les uns par les autres. Parce que, évidemment, alors on continue à discuter, et il me dit, ben écoutez, et je lui dis, ouais, moi je viens aux États-Unis avec un magnétophone, un peu comme vous, et on discute, et j'enregistre, et je reprends tout ça à la main. Et ma secrétaire les tape, parce qu'il n'y avait pas là, à l'époque d'ordinateur et machin. On a fait ça pendant plusieurs années, et en 78, on a sorti un livre, Des choses cachées depuis la fondation du monde. Le premier livre, c'est un livre est divisé en 3 livres. Le premier livre d'anthropologie, le deuxième livre de lecture de la Passion du Christ. Le premier livre d'anthropologie, j'ai posé des questions. Le deuxième livre, il a posé des questions pour moi et il a répondu, parce que moi, la Passion du Christ et la Bible, j'y étais pas tellement. Mais dans le troisième livre, alors là, j'ai intervenu longuement et on l'a appelé psychologie interdivisionnelle. Pour bien souligner que pour nous, il n'y a pas de notion d'individu et que le fait psychologique se situe non pas, lorsque nous parlons vous et moi, non pas en moi, non pas en vous,
mais dans la mystérieuse transparence du rapport entre nous deux. Donc, on arrive à cette notion, et moi je continue à travailler, et j'écris 2 ans plus tard un livre, un mime nommé Désir, où j'expose alors la façon dont cette théorie peut s'appliquer en prenant des exemples de phénomènes psychologiques dans lesquels on peut mettre en évidence la réalité mimétique, mais qui sont des phénomènes psychologiques un peu particuliers. Par exemple, l'hystérie, la possession africaine, l'hypnose, vous voyez, des choses qui ne sont pas quotidiennement observées, mais qui sont des réalités qu'on peut observer. Et puis je continue à travailler, et une des choses que je mets en avant tout de suite au point de vue psychologique, c'est que bien sûr le désir est mimétique, mais il n'y a pas que ça. Le mimétisme porte sur plusieurs choses. On peut d'abord et avant tout imiter le paraître. Le paraître, c'est-à-dire la voix, la façon de parler, etc. C'est ce qui arrive à l'enfant. Si ses parents parlent français, il parle français, il va pas parler japonais. Deuxième chose, on peut, l'imitation peut porter sur l'avoir. C'est-à-dire que j'ai ce micro en main, et si vous souhaitez vous l'approprier, parce que je le tiens en main, vous allez essayer de me l'arracher, nous allons nous battre, et donc par conséquent, ce mimétisme portant sur l'avoir engendre la rivalité, et donc la violence. Il peut être la source d'explication, et ça René Girard l'avait bien souligné dans son livre, de la violence quand elle éclate parmi les hommes. Et d'ailleurs, ça, si vous regardez autour de vous, une fois que vous aurez mis vos lunettes mimétiques sur les yeux, vous allez voir ça tout le temps. Et ça peut se faire sur des... Je peux convoiter et vouloir vous prendre votre montre, votre voiture, parce que vous l'avez vu sur votre manteau. Oui. Mais je peux aussi, et c'est le cas le plus fréquent et qui en ce moment est très très à la mode, je peux aussi avoir avec vous une lutte pour le pouvoir, c'est-à-dire pour des choses non matérielles. Ouais. Parce que par exemple, à l'évidence, tous les candidats, par exemple républicains, n'ont qu'un but, c'est de se saisir du pouvoir. Ils veulent tous la même chose, donc ils s'imitent mutuellement, aussi bien que possible. Troisième type d'imitation, l'imitation peut porter sur l'être même du modèle. L'être même du modèle, ce n'est plus le paraître, ce n'est plus l'avoir, c'est l'être. Et c'est ce que Freud a très bien décrit, il a appelé ça l'identification. Et moi, l'identification, je la vois comme une espèce de consolation physiologique, normale, normalisante, pour me consoler que je n'ai pas ce que vous avez. Parce qu'à l'évidence, si je me prends pour vous, je n'ai plus besoin de vous prendre votre avoir, puisque je suis vous. Et ça se passe dans le cadre psychiatrique ou psychologique, j'imagine dans le cas de schizophrénie. Non, ça se passe dans le cadre quotidien. Vous auriez un exemple de cas où on s'identifie par exemple, vous vous identifiez, écoutez, vous vous identifiez au modèle. Alors nous allons en arriver à ça. Lorsque vous êtes enfant, vous vous identifiez, par exemple vous, en tant que fille, par exemple à votre mère. Ouais. Et puis petit à petit, quand vous allez à l'école, vous commencez à vous identifier à votre meilleure amie, à votre copine. Et puis peut-être ensuite professeur, s'il y a un professeur qui vous frappe particulièrement. Et puis petit à petit, à toutes sortes de gens. Et ceci nous entraîne à quelque chose de très très nouveau et de très moderne. Deux choses. La première chose, c'est que comme nous sommes obligés d'imiter, et que l'imitation est obligatoire, nous ne pouvons pas ne pas imiter. Oui, on n'arrive pas à ne pas imiter, en fait. C'est la seule chose. Non, il n'y a pas. Vous devez imiter. C'est laïque et obligatoire. C'est ça qu'il faut comprendre, qui est fou. Ouais. Mais si on est obligé d'imiter, le problème de la liberté se pose. Et à ce moment-là,
le seul interstice de liberté qui vous reste à partir du moment où vous êtes développé, adulte, c'est le choix du modèle. C'est le choix du modèle. Mais le choix du modèle comporte, et c'est ce que j'ai développé dans mon dernier livre, L'altérité, comporte des conditions. Et ces conditions, c'est en effet de ne pas prendre un modèle unique. Parce que si vous prenez un modèle unique, c'est du fanatisme. Et si vous prenez Hitler comme modèle unique, vous êtes fanatique. Si vous prenez Staline, vous êtes fanatique. Si vous prenez Ben Laden, vous êtes fanatique. Si vous prenez, je sais pas, vous voyez, Castro, vous êtes fanatique. Mais donc, il faut reconstituer son moi par l'imitation et l'intégration et l'identification à un nombre variable mais important de modèles qui sont à ce moment-là, en quelque sorte, qui forment un espèce de patchwork qui nous constitue. Et moi, par exemple, bon, c'est vrai que René Girard est un modèle, mais avant lui, j'avais eu des professeurs de médecine, j'avais eu des professeurs de littérature, j'avais eu des professeurs d'anglais, j'avais eu des professeurs, sans parler de mes parents, bien entendu. Et aussi, ensuite, j'ai eu d'autres personnes dans ma vie qui m'ont inspiré sur un plan ou sur un autre, et qui ont contribué à constituer ma personnalité. Je me permets de vous interrompre. On a donc plutôt intérêt à essayer de choisir ces modèles, et essayer de choisir aussi les éléments qu'on souhaite imiter parmi ces modèles. C'est-à-dire que tout n'est pas bon à prendre peut-être chez René Girard ou chez... Oui, absolument, absolument. Mais d'un autre côté, au fond, les choses se font quasiment à votre insu. C'est ça. Et ce n'est que plus tard que vous vous dites, ah, ce monsieur, cet individu ou cette dame, à ce moment de ma vie, m'a dit une chose, ou m'a fait une chose, ou est intervenu de telle manière que vraiment ça a influé sur mon destin et ça a modifié ma façon de voir les choses. Mais sur le moment, vous ne vous en rendez pas tellement compte. Vous êtes pris dans le mouvement. Voilà, donc à ce moment-là, il y a une deuxième conséquence importante, et je vais terminer là-dessus, ensuite vous me poserez d'autres questions. La deuxième conséquence importante qui nous vient tout de suite à l'esprit, c'est dès lors que l'imitation est obligatoire, la responsabilité du modèle, de tous les gens qui sont modèles ou appelés à l'être, les parents, les instituteurs, les professeurs à l'université, mais ensuite les responsables de l'entreprise, les responsables, jusqu'aux responsables politiques les plus élevés, ont une responsabilité dans leur comportement et dans ce qu'ils nous disent, afin justement de ne pas nous envoyer sur des chemins de traverse. Il est bien certain que Krishnamurti ou le Dalai Lama ont certainement plus conscience de leur responsabilité de modèle que Hitler ou Staline. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. Donc voilà un petit peu brossé à large trait, si vous voulez, toute cette histoire de désir mimétique. Vous voyez d'où nous sommes partis, où nous sommes arrivés. Et tout ça, ça prend 40 ans. Et j'ajoute qu'il s'est produit un événement extraordinaire qui ne se produit pratiquement jamais dans la vie d'un homme. J'ai vu l'éclosion de la théorie du désir mimétique, j'y ai participé, mais au bout de plus de 30 ans, un jour, René Girard, en 1995, me téléphone et me dit « Tu prends l'avion, tu viens tout de suite à Stanford ». Il était à ce moment-là professeur à Stanford. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui vient de se produire. Ah, je prends l'avion, j'arrive à Stanford, et on se retrouve dans un petit comité, dans une petite réunion, un colloque, à l'université de Stanford, et je fais la connaissance là d'un professeur italien extraordinaire, Vittorio Gallese, qui venait de découvrir avec son alter ego, le professeur Izzolati, les neurones miroirs. Qu'est-ce que les neurones miroirs ? Ils ont démontré, en enregistrant le PET scan du cerveau, que si je fais ce geste, si je fais ce mouvement, si je prends ce verre et que je le porte à mes lèvres, il y a des zones du cerveau qui commandent ces mouvements. Ces zones du cerveau consomment pendant ce temps-là un peu plus d'oxygène que les autres. Et ceci est repéré par le PET scan. Donc les zones
en question s'allume pour faire ces gestes. Mais vous qui me regardez sans rien faire, je prends le PET scan et je le mets sur votre tête. Eh bien, dans votre tête, les mêmes zones s'allument de la même façon. Parce que je vous ai vu en train de le faire. Parce que simplement, vous m'avez regardé faire. Donc, celui qui fait et celui qui regarde faire, leurs cerveaux sont activés de la même façon. C'est-à-dire que vous êtes obligé de m'imiter. Non pas, vous avez ensuite le choix de décider de passer à l'action ou pas, mais votre cerveau se dispose à imiter. Ça explique l'empathie. Vous comprenez ce qui m'arrive. Si je prends un verre d'eau, vous comprenez tout de suite que c'est parce que j'ai soif. Mais ça explique aussi que votre cerveau se prépare à son tour, pourquoi pas, à prendre un verre d'eau. Là où ça se complique, c'est qu'il ne faut pas que ce soit, et ça c'est ce qui arrive le plus souvent dans la vie, il ne faut pas que ce soit le même verre d'eau que vous souhaitez prendre, parce que sinon nous allons nous battre. Et ceci arrive bien sûr dans toutes les tragédies de Shakespeare, où les deux meilleurs copains, il y en a un qui un jour amène une fille, la présente à son copain, et comme ils ont les mêmes goûts, et qu'ils s'imitent en tout, l'autre tombe amoureux de la fille, et d'amis qu'ils étaient, ils deviennent ennemis. Ils deviennent rivaux, et ils vont dorénavant pratiquement se disputer, s'entretuer, etc. Alors qu'au départ, il n'y avait pas de raison. Vous voyez ? Voilà un petit peu en résumé. Et alors, donc, ces deux rôles miroirs, je considère qu'ils ont apporté un argument important. Je ne dis pas que c'est une preuve, parce qu'en science, vous savez, pour faire une preuve, il faut vraiment beaucoup de choses. Mais c'est quand même très, très lourd comme argument. Et vous arrivez à voir sur le PET scan que celui qui fait une action, le cerveau de celui qui le regarde se dispose à faire la même. C'est extraordinaire. Complètement. Vous voyez ? Donc voilà tout ça. Et puis alors voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et René Girard, malheureusement, est décédé. Je ne peux plus le consulter, ni parler avec lui. J'en suis très frustré. Mais je continue à travailler sur ce thème. Et je l'ai utilisé pour faire une nouvelle psychiatrie, enfin, j'ai écrit une nouvelle psychologie, une nouvelle psychiatrie, que j'appelle psychiatrie mimétique, vous voyez, dans laquelle je range les maladies mentales, non pas d'après leurs symptômes, etc., mais en 3 catégories. La maladie mentale dans laquelle, la maladie qui n'est pas mentale, l'état normal où celui que j'imite est mon modèle, et le reste, par exemple mon professeur de mathématiques, bon. L'étape qui devient pathologique, c'est celui que j'imite devient mon rival, et l'étape super pathologique, c'est celui que j'imite devient mon obstacle, c'est-à-dire que je me fracasse sur lui. Et dans mon livre Le troisième cerveau, toutes les symptomatologies, toutes les maladies mentales prennent leur place. Mais à côté de ça, il y a ce que j'appelle les maladies du désir. Et les maladies du désir, c'est quand le désir devient tellement frénétique, tellement mimétiquement frénétique, qu'il entraîne à vraiment une perte de vue de l'objet qui a suscité la rivalité. Je vous donne un exemple amusant. Il y a quelques années, nous sommes avec François Hollande, président de la République, Valérie Trierweiler est à l'Élysée, et Ségolène Royal se présente aux élections législatives. Évidemment, Ségolène Royal, c'est la rivale absolue de Valérie Trierweiler. Le Parti socialiste confirme son adhésion et son soutien à Ségolène Royal dans cette élection. Le président de la République, non pas en tant que président de la République, mais en tant que membre éminent du Parti socialiste, apporte son soutien à Ségolène Royal. Valérie Trierweiler envoie un tweet incendiaire soutenant le rival de Ségolène Royal. Donc voyez-vous ici, nous avons 2 rivales
dont la rivalité envahit tellement la conscience qu'elles perdent de vue l'objet de cette rivalité qui n'est autre que le président de la République. Donc, vous voyez ce qu'ils arrivent, ce que le mimétisme arrive à occulter, hein, et nous rendre aveugles aux réalités. Voilà, donc si vous voulez. Et les maladies du désir sont ces maladies qui, justement, entraînent une espèce de rivalité qui monte, et qui finit par détruire. Et il y a un exemple dans la pathologie, c'est l'anorexie mentale. L'anorexie mentale, vous savez, c'est une maladie qui se caractérise par 3 choses: anorexie, amaigrissement, aménorrhée chez les jeunes filles. C'est plutôt les jeunes filles, paraît-il, qui... Et personne n'arrive à comprendre cette maladie ni à la guérir. Et René Girard a écrit un petit livre sur l'anorexie mentale dont il m'a demandé de faire la préface. Et son idée, que j'approuve totalement, c'est qu'en réalité, la première démarche de la jeune fille, c'est de prendre un modèle dans un magazine, un modèle d'un mannequin qui évidemment pèse 25 kilos ou 30 kilos, enfin qui est d'une minceur absolument. Elle veut l'imiter. Et dans un premier temps, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à manger moins. Mais sans s'en rendre compte en plus, probablement. Sans forcément s'en rendre compte en plus. Non, sans la voir. Non, sur le papier. Oui, mais je veux dire, sans forcément se rendre compte qu'elle souhaite l'imiter. Non, sans se rendre compte, mais elle veut simplement ressembler à ce mannequin. Mais petit à petit, dans sa tête, la maladie du désir se renforce, et ce n'est plus qu'elle veut être comme le mannequin, mais elle veut être plus mince, plus maigre, plus décharnée encore que le... Et ceci fait qu'elle perd de vue l'essentiel, sa santé, et elle va vers la mort. Et évidemment, elle se prend en otage par rapport à toute sa famille, parce que toute la famille est là, et on ne voit plus qu'une chose, l'assiette de la jeune fille à la table familiale. Cette assiette de la jeune fille commence à ressembler, vous savez, à un cirque romain dans lequel tout le monde se bat. Voilà comment, si vous voulez, l'escalade mimétique du désir peut conduire jusqu'à la mort de celui qui est atteint de cette maladie-là. Voilà un petit peu, je pense, une réponse résumée à votre première question. Vous avez évoqué le fait que vous aviez beaucoup travaillé sur des maladies importantes comme l'hystérie. Je crois aussi, alors peut-être pas la schizophrénie, mais des maladies, on va dire, dures, mentales. Et donc, elles étaient liées, selon vous, justement, aussi à cette maladie mimétique. Oui, bien sûr. En quoi? Est-ce que vous auriez un cas qui vous vient à l'esprit? Prenons l'hystérie. L'hystérie, c'est l'expression névrotique de la rivalité. Oui. D'accord. Parce que dans l'hystérie, ce que l'hystérique représente, c'est l'altérité. Et l'altérité, par exemple, d'une femme qui est, mettons, amoureuse d'un homme qui la néglige ou à la limite qu'elle ne connaît pas ou qui ne veut pas la connaître. Ça arrive, par exemple. Mais vous pouvez aussi trouver ça dans la schizophrénie, dans les premiers signes de la schizophrénie, ce qu'on appelle le signe du miroir, c'est-à-dire que le schizophrène se regarde dans le miroir, ne se reconnaît pas, il se dit, tiens, si on arrangeait mon nez, tous mes problèmes seraient résolus, parce que tout vient de là. Ou si on arrangeait mon oreille. Alors ils vont chez le médecin, le chirurgien esthétique, et les chirurgiens esthétiques commencent à être conscients de ça. C'est pour ça que souvent les chirurgiens esthétiques m'envoyaient le demandeur pour que moi j'essaye un petit peu de le dissuader en disant, écoutez, votre nez, ça va, c'est pas parce que vous l'aurez coupé que ça va changer. Or, et si on le coupe, ce fameux nez, ça ne change rien. À ce moment-là, ça va être autre chose. Ah ouais, il y aura toujours un autre problème. Alors, ce qui est très important, c'est que déjà, Platon, vous voyez où je vais, 5000 ans, avait dit, il y a dans l'homme comme dans la femme un organe sexuel qui se comporte
comme un être autonome, doué d'une vie qui lui est propre, et qui par conséquent décide pour son porteur de son comportement. Alors chez l'homme, c'est assez facile à mettre en évidence. Mais chez la femme, aussi bien Platon qu'Arrêté de Cappadoce, etc., et tous ces médecins grecs, avaient pensé qu'il y a chez la femme, l'utérus et les annexes sont en réalité comme une espèce d'oiseau, vous voyez, qui, lorsque il entre en fureur parce qu'il est frustré, monte, s'envole et vient obstruer, ce qui explique que les hystériques n'arrivent plus à respirer, qu'elles ont des boules dans la gorge, qu'elles s'étouffent, qu'elles s'étranglent, etc. Et à ce moment-là, jusqu'à Ambroise Paré, vous voyez jusqu'où ça a duré, Ambroise Paré lui-même avait inventé une méthode pour guérir les femmes. Vous savez qu'il y avait des vapeurs qui tombaient dans les pommes, etc. Il suggérait de leur faire respirer des odeurs épouvantables de manière à dégoûter l'animal, à le faire redescendre, et de leur mettre entre les cuisses des parfums merveilleux afin de l'attirer vers le bas. Voyez-vous ? D'accord. Tant et si bien que l'altérité était une altérité intra-physique. D'accord ? Dans un deuxième temps, arrive saint Augustin qui dit non. Le bon Dieu ne peut pas créer une altérité intraphysique capable de rendre malade. C'est pas possible. Ce qui nous rend malade, c'est le démon. C'est le diable qui nous obsède, qui nous possède, qui nous influence, qui nous tente. Et à ce moment-là, nous entrons dans une période où, avec l'Inquisition, etc., tous les problèmes psychologiques, psychiatriques, et toutes les maladies, sont mises sur le compte d'une intervention démoniaque, c'est-à-dire d'un autre extra-psychique. Cependant, l'inconvénient de cet autre extra-psychique, c'est qu'il nous enlève la propriété de notre désir, ce qui est insupportable pour l'être humain. Et on continue comme ça, la psychologie continue à évoluer, et on ne sait plus très bien comment faire. La culture réclame la possession, la propriété de ce désir. Après tout, moi, si je désire quelque chose, c'est mon désir, c'est pas... Et ça, c'est universel chez les humains. C'est une illusion, mais c'est universel. Et à ce moment-là, arrive un homme de génie qui était Sigmund Freud, qui dit oui, attendez. Le désir est notre désir. Mais nous en avons la propriété. Mais nous n'en sommes pas responsables parce qu'il est inconscient. Donc c'est un autre intra-psychique qui nous dirige. Et c'est la raison pour laquelle la théorie de René Girard, où on a dit non, ce n'est pas, c'est un autre vrai extérieur et en face de moi, il détermine mon désir, et que c'est très difficile à faire passer, c'est refusé par l'ensemble de tous ceux qui s'occupent de psychologie et de psychiatrie, parce que ce n'est vraiment pas à la mode, ce n'est vraiment pas facile à accepter que mon désir m'est dicté par quelqu'un d'autre. Ouais. Bah oui, parce qu'en fait, on a l'impression qu'il n'y a plus libre arbitre. Il n'y a plus de libre arbitre. C'est ce que je vous disais, ça pose le problème de la liberté. Et c'est là que je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Ce problème de la liberté ne peut être résolu que par l'idée que nous sommes encore peut-être capables de choisir notre modèle. Au moins. Au moins ça. Vous avez évoqué, je crois, dans certains de vos écrits, la place et le rôle justement de l'entreprise par rapport à ces sujets de mimétisme, et donc du rôle de l'exemplarité finalement du dirigeant, du chef, qui n'est pas uniquement qui doit donner des ordres à droite à gauche, mais qu'en fait il faut qu'il se rende compte qu'il a, comme vous disiez précédemment, une responsabilité, parce que par un millier de petits détails, il va influencer, d'une certaine manière, les personnes qu'il va diriger. Bien sûr. Bien sûr. J'ai écrit d'ailleurs un livre à ce sujet qui est un reportage sur les usines apprenantes. Vous savez, les usines apprenantes ont été fondées par une association qui s'appelle l'AMIPI Bernard Vendre, où on ne fait travailler que des handicapés mentaux.
pas des handicapés cul-de-jatte ou en chaise roulante, non, non, des handicapés mentaux, c'est-à-dire des handicapés qui ont été tous les malades que j'ai vus dans les hôpitaux psychiatriques toute ma vie. Et j'ai observé que grâce aux techniques, parce que le PDG de ces entreprises avait lu mes bouquins. Et c'est comme ça qu'il est venu m'inviter à aller visiter l'usine, où il met en application mes idées sur la non-rivalité pour enseigner, pour initier les apprentis. Alors, vous avez des postes de travail, les uns à côté des autres, et celui qui est à ce poste de travail reçoit celui qui va l'occuper, et il va l'enseigner en lui apprenant les gestes, même s'il faut recommencer 100 fois. Et il n'est pas rival de celui-là, parce que de toute façon, lui, il va ensuite passer au prochain poste, parce que lui a maîtrisé celui-là. Et celui qui arrive n'est pas le rival de l'autre, parce qu'il ne va pas lui dire qu'il sait mieux que lui, puisqu'il vient pour apprendre. Donc, par conséquent, il y a toute une chaîne non rivale qui se constitue et qui fait une amélioration progressive de la technique, et où finalement, ceci donne, non seulement il y a le sens giratoire de la chaîne qui aboutit au produit fini, mais ça donne un sens à leur vie. Ça donne un sens à leur vie parce qu'ils ont une place. Et leur place, ensuite, va évoluer. Ils peuvent prendre une place plus en avant. Et alors ça m'a beaucoup intéressé parce que j'ai constaté que les mêmes maladies, la schizophrénie, l'hystérie, vous voyez, la parallèle, mise, intégrée au travail dans ces conditions, à ce moment-là, je ne dirais pas guérissez, mais en tous les cas, permettez à celui qui était jusqu'à présent incapable de faire quoi que ce soit, et autrement que d'encaisser son allocation adulte handicapé et de regarder la télé, de faire quelque chose de tout à fait... et de gagner de sa vie. Et je vais même vous raconter une histoire pour finir. J'arrive en fin de parcours, vous voyez, vers une dame, 45 ans, qui, elle, était chargée de vérifier que, vous voyez, ce sont des câbles pour Renault et Peugeot, avec dedans des fils de toutes les couleurs pour actionner tous les systèmes dans la voiture, vous voyez, lever les vitres, fermer le machin, ça. Et elle est chargée, quand on lui donne un faisceau sur lequel il y a des chiffres et des lettres, de regarder l'ordinateur et de vérifier que ces chiffres et ces lettres qu'elle a sous les yeux correspondent à ce que l'ordinateur affiche. Et là, j'ai essayé de faire ça, moi, de vérifier, vous voyez. Ça m'a pris 10 minutes, vous voyez, pour regarder J, bon d'accord, F, 6, ainsi de suite. Mais elle faisait ça en 3 secondes. J'ai dit, madame, quel était votre handicap? Elle m'a dit, mais monsieur, voilà, j'étais handicapé, j'étais obligé de sortir de l'école parce que je n'ai jamais été capable d'apprendre à lire ni à écrire. Je dis, vous ne savez pas lire ni écrire? Elle me dit non. Je dis, mais alors comment vous faites? Elle me dit, non, monsieur, j'ai appris une chose extraordinaire. Je photographie. Je photographie et je photographie. Si les 2 photos sont superposables, c'est bon. Et elle me dit, ça m'a beaucoup aidé dans la vie, parce qu'avant, je ne pouvais pas sortir de chez moi parce que je me perdais. Mais maintenant, avec ma nouvelle technique, mes parents ou mes amis m'amènent, par exemple, avenue Foch, je regarde la plaque avenue Foch et dorénavant, je sais que cette rue-là s'appelle avenue Foch. Mais ce n'est pas parce que je sais lire, mais c'est parce que j'ai photographié. Vous voyez comment on peut faire au cerveau humain des choses extraordinaires. Et j'avais terminé mon livre en disant « Le cerveau se fabrique en fabriquant ». C'est vrai que cette histoire est assez extraordinaire quand on y pense. C'est incroyable. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Le travail qui guérit ». J'ai une autre question pour vous, c'est au sujet du regard des autres. Parce que finalement, quand on réfléchit à ce désir mimétique, au fait d'imiter même inconsciemment les autres, on peut se dire que le regard des autres a nécessairement une importance énorme. Et pourtant, à l'heure actuelle,
on entend beaucoup des personnes, des modèles justement, dire vous devriez vous affranchir du regard des autres, essayer de vivre par vous-même, ne pas penser à ce que les autres pensent de vous. C'est une des raisons, en fait, un des secrets du bonheur, si vous voulez, de ne pas penser en permanence à ce que l'autre va penser de soi. C'est ce qu'on appelle le désenchantement du monde. Nous devons nous débrouiller par nous-mêmes, développer notre individualité, élargir notre moi, etc., sans tenir compte des autres. C'est tellement invraisemblable, c'est tellement délirant. Donc ça n'est pas possible pour vous. Ce n'est pas possible. On ne peut évoluer que les uns par rapport aux autres. La seule chose que je peux faire, c'est améliorer mon rapport à l'autre. Ce n'est pas mon rapport à moi-même. Alors évidemment, si j'améliore mon rapport à l'autre et aux autres, ça peut finalement me rendre moins malheureux, c'est possible. Mais c'est pas en restant tout seul dans ma chambre à développer mon moi tout seul que je vais y arriver. Mais on peut changer par contre notre réflexe par rapport au regard des autres. On peut améliorer notre rapport aux autres en éliminant la rivalité, c'est-à-dire l'égoïsme, la jalousie. Et alors, comment faire pour éliminer la rivalité avec tellement de comparaisons à l'heure des réseaux sociaux? Eh bien, à ce moment-là, il faut faire comme Voltaire. Il faut cultiver son jardin, c'est-à-dire apprendre à désirer. Ouais. Ça, c'est l'ultime sagesse. Il faut apprendre à désirer ce que l'on a déjà. Apprendre à désirer ce que l'on a déjà. Oui. Apprendre à désirer ce que l'on a déjà, au lieu de désirer en permanence ce que l'on n'a pas et que l'autre a. C'est difficile. J'ai pas dit que c'est facile. J'ai pas dit que c'est facile. C'est la sagesse, c'est la recherche de la sagesse. Je crois d'ailleurs, pour terminer, que le contraire de la maladie mentale, ce n'est pas la santé mentale. Le contraire de la maladie mentale, c'est la sagesse. Oui. Jean-Michel, pour terminer, j'ai toujours quelques questions un peu personnelles que j'aime bien poser. Alors, on a assez peu parlé de votre parcours au final parce que vous nous avez fait une espèce de masterclass sur le désir mimétique et je vous en remercie. Ça m'a rappelé mes années de prépa où j'avais beaucoup de mal à comprendre tout ça et là, vous l'avez fait merveilleusement avec des mots assez simples. Je vous remercie. Mais si on parle un petit peu plus de vous, ma première question, c'est est-ce que dans votre vie, vous auriez vécu un grand moment de doute, un échec, un moment difficile dont vous pourriez nous parler pour en fait nous expliquer l'enseignement dont vous en avez tiré? Vous savez, ma vie a été essentiellement centrée sur mon métier. Et j'ai eu des moments de grande détresse psychologique lorsque, par exemple, le commissaire de police me téléphone et me dit « Vous aviez rendez-vous ce matin avec monsieur Untel ?» Eh bien, il ne viendra pas parce qu'il vient de se suicider. Alors ça, vous voyez, ça me bouleverse. Ça me bouleverse. Et il y a autre chose qui me bouleverse quotidiennement, c'est quand les patients, avec la mentalité moderne, etc., vous voyez, la méfiance et le principe de précaution qui détruit absolument toute confiance, vous disent, écoutez, je ne vais pas prendre votre médicament parce que il va me rendre malade, vous voyez. Et à ce moment-là, vous savez que ce médicament pourrait les guérir, mais ils ne veulent pas le prendre parce qu'ils s'en méfient. Et tout le monde se méfie des médicaments, si bien qu'aujourd'hui, le public redoute davantage le traitement que la maladie. Davantage le traitement que la maladie. Et alors, on a eu, depuis 2 ans, avec le Covid, des exemples extraordinaires de propos délirants. Comme je disais l'autre jour, pour amuser la galerie, que, vous savez, on disait que dans les EHPAD, pour protéger les grands vieillards, au lieu de leur permettre de dire adieu à leurs enfants, etc., on les enfermait et on enlevait la poignée de la porte pour qu'ils... Et je disais, ah bon, alors, pour leur éviter de mourir, on les tue. Ouais. Et c'est simple. C'est curieux. On vit une époque... On vit une drôle d'époque, et je crois que cette époque, c'est le désenchantement du monde, c'est-à-dire le refus de l'altérité. De toute altérité.
Vous voyez, le refus, par exemple, du sacré, le refus de l'altérité de Dieu. Vous voyez, c'est fini. Nous sommes nous-mêmes. Et nous sommes maîtres de nous-mêmes. Mais sans référence à rien. Alors que toutes les grandes religions faisaient référence à quelque chose d'une altérité supérieure. Aujourd'hui, non. Il faut tout refuser et nous ne dépendons plus que de nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle nous sommes perdus. Une autre question pour vous, s'il y avait quelque chose à refaire dans votre vie, dans votre carrière, qu'est-ce que vous referiez différemment? Écoutez, c'est une question que je me suis longuement posée après ma retraite. Bien sûr, il y a tellement de choses que j'aurais aimé faire, et que je n'ai pas pu. Mais je suis assez content de choses que j'ai évité de faire. Vous voyez ? Vous auriez un exemple à me donner, Justin? Quoi ? Vous auriez un exemple, Justin, à me donner? Ben, je sais pas. Je sais pas. Quand je pense, par exemple, à telle ou telle jeune fille dont j'étais amoureux lorsque j'étais très jeune, que j'aurais pu épouser, et rétrospectivement, et en voyant maintenant ce qu'elle est devenue, je me dis, ben, j'ai bien fait, au fond. Elle a bien fait de ne pas vouloir me fréquenter. Très bien, je comprends. Est-ce qu'il y a une maxime, une citation, des mots qui comptent pour vous, qui sont importants pour vous, que vous répétez peut-être fréquemment, que vous pourriez partager avec nous? Non, je vous dis, ce que j'aime beaucoup, c'est la phrase de Voltaire, il faut cultiver son jardin sans regarder le jardin du voisin. Et par conséquent, je le résume sur le plan psychologique en disant il faut désirer ce que l'on a déjà. C'est vraiment la clé de la sagesse. Ouais. C'est-à-dire être satisfait. Et aujourd'hui, la maladie du désir est telle que quand vous avez des manifestations, la France ne manque pas de manifestations, il suffit de... Les jeunes, entre guillemets, au lieu de voler une voiture, une belle voiture, et d'aller se promener avec sur la Côte d'Azur, ce qui aurait un certain sens, parce qu'ils convoitent la voiture qu'ils ne peuvent pas avoir, c'est l'avoir d'un autre. Mais non, leur désir malade les induit à brûler la voiture, c'est-à-dire à se satisfaire simplement d'en avoir dépossédé celui qui l'a. Le fait d'avoir dépossédé l'autre de son bien suffit à leur bonheur. Alors que d'habitude, normalement, il serait compréhensible que, n'ayant pas de voiture, il veuille en prendre une pour l'utiliser. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Vous voyez, c'est ça, la perversion du désir. Très intéressant. Pour terminer, au-delà de vos propres livres, est-ce qu'il y a un livre, alors je pense que je sais ce dont vous allez me parler, qui vous a particulièrement marqué, que vous pourriez nous recommander, parce qu'il a un peu fait la personne que vous êtes aujourd'hui? Ben, La violence et le sacré de René Girard. Les mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar. Et puis des livres alors de plus comment dirais-je, plus techniques. Dans le domaine spirituel, les livres de mon maître et ami, dont la photo est là, Claude Tresmontant, derrière. Et Claude Tresmontant, qui était professeur de métaphysique, lorsque j'ai fait ma licence de philosophie à la Paris 4, et qui est devenu mon ami, et qui a écrit des bibliothèques entières sur la philosophie chrétienne, la métaphysique d'Aristote, la métaphysique de saint Thomas d'Aquin, etc. Tout ça m'a beaucoup marqué. Ou alors les livres de psychiatrie pure et de réflexion psychiatrique de mon maître Henri Hay, grand psychiatre français, qui lui m'a appris que la psychiatrie
est la reine des sciences dans la mesure où elle s'intéresse à toutes les activités humaines, qu'elle doit comprendre et essayer de comprendre toutes les activités humaines. À tel point qu'il faisait quelque chose d'extraordinaire, Henri. Vous savez, il nous faisait des cours de sémiologie, de psychiatrie, pour nous apprendre à reconnaître les maladies. Ensuite, il faisait venir un patient et il faisait sortir l'un d'entre nous, allez vous entretenir avec ce patient et revenez nous dire le diagnostic que vous avez fait. Ensuite, de quoi lui, il interrogeait le patient et il nous montrait comment on était passé à côté souvent de l'essentiel. Mais en plus, il m'a dit un jour, vous savez, j'ai découvert les écrits cachés dans les bibliothèques des carmélites. Et on faisait le soir, à 8h, 9h du soir, à la bibliothèque de Sainte-Anne, il nous faisait des lectures carmélitaines, pour nous montrer à quel point la psychiatrie peut, comme ça, rentrer dans tous les domaines, vous voyez. Et ça m'a aussi beaucoup marqué, beaucoup marqué. Voilà, en quelques mots, si vous voulez, il y a certainement plein d'autres choses, mais... En tout cas, vous parlez beaucoup de maîtres, donc je vois des modèles, puisque voilà. Vous-même, vous vous êtes inspiré. Je suis un patchwork de tous les modèles qui m'ont inspiré, façonné et apporté quelque chose. Absolument, je ne suis pas... Il n'y a en moi rien d'original. Ça nous apprend l'humilité, finalement, ce désir mimétique. Ça nous apprend l'humilité, mais une humilité positive. Pas une humilité négative qui dit « je suis un rien ». Non, je suis quelque chose. Une somme. Mais je suis un cocktail, un mélange, un patchwork de tout ce que m'ont apporté des maîtres extraordinaires ou des gens qui sont intervenus dans ma vie. Par exemple, lorsque j'avais 17-18 ans, j'étais très anxieux, très névrosé. Et un de mes oncles, alors que je faisais mes études de médecine à Strasbourg et j'étais venu à Paris, au moment où je montais dans le train, il dit à ma mère, non, il ne prend pas le train, il ne va pas à ses études, il n'est pas bien ce garçon. Il me prend par la main et il m'amène chez son ami psychiatre, qui est devenu mon modèle, et qui m'a sorti de là, qui m'a permis de faire des études de médecine positives, fructueuses, etc., sans être rongé par l'angoisse, l'anxiété, la dépression, etc. Vous voyez, quelqu'un auquel je dois beaucoup. Ouais, un exemple parmi d'autres, mais il y en a d'autres. Bah finalement, je tire comme enseignement de notre discussion qu'on est la somme, voilà, des personnes qui sont nos modèles, et donc il faut savoir s'entourer de personnes qui nous inspirent. C'est à la fois un choix, mais c'est aussi une chance. Parce qu'il faut avoir la chance de rencontrer un oncle qui vous prend par la main, qui vous empêche d'aller faire vos études dans un état piteux et qui vous amène chez un psychiatre qui est un homme extraordinaire, qui vous inspire, qui vous remet sur pied. Tout ça, c'est des chances. Il aurait pu m'amener chez un psychanalyste lacanien qui m'aurait rendu encore plus tordu. Ouais. Complètement. Après, avec René Girard, vous avez su saisir votre propre chance. Oui, mais alors là, j'étais déjà docteur en médecine, docteur en psychologie, ouais, agrégé de psychiatrie. Enfin, je n'étais plus dans un stade de première formation. J'étais déjà à pied d'heure. J'avais un travail, j'étais à l'hôpital américain, à Sainte-Anne, j'étais chef de service. Enfin, vous voyez, j'étais pas, comment dirais-je, j'étais à un point où il fallait que je comprenne les choses et que je change, mais j'étais déjà en mesure de choisir mon modèle. Bien, je vous remercie 1000 fois pour cette conversation, c'était passionnant. C'est moi qui vous remercie de m'avoir permis de m'exprimer. Merci. Pour terminer, si jamais on veut vous retrouver, si jamais on veut vous suivre, alors déjà, on a vos livres évidemment à découvrir, que je mettrai dans les notes de l'épisode, et donc vous me disiez que le dernier, c'est l'altérité. C'est bien ça? L'altérité. L'altérité, tout à fait. Notre troisième cerveau aussi. Très important. Et sinon, vous êtes présent, je crois, également sur certains réseaux sociaux? Oui, le blog émissaire, un réseau qui s'appelle le blog émissaire. Là, vous avez beaucoup de vidéos où j'expose, un peu comme je viens de vous le faire,
mes idées. Mais en direct, donc ça peut intéresser des gens s'ils veulent un petit peu m'écouter dans différentes circonstances, en français ou en anglais. Eh bien, ça sera dûment relayé. Je vous remercie 1000 fois pour votre temps. Merci à vous.